Bonjour Corinne, je suis ravie Bonjour Sophie. de t'accueillir là pour ce podcast. Donc je vais te rappeler, et puis comme ça je le rappelle à tout le monde un petit peu le pourquoi de mon podcast qui s'appelle Question d'équilibre. J'avais envie en fait à la fois de partager des petites choses, des petits trucs qui moi m'ont servi pour tendre vers un équilibre, vers une harmonie dans ma vie. Alors, je dis pas qu'elle est entièrement équilibrée en permanence parce que pour moi, l'équilibre, c'est en mouvement permanent. En tout cas, voilà, comme il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai beaucoup travaillé, avec l'arrivée des enfants, je me suis aperçue que c'était plus juste pour moi et donc j'avais besoin de rééquilibrer et donc je me suis enrichie de tout un tas de choses et je m'aperçois que bah, effectivement, parfois au quotidien, j'ai besoin de rééquilibrer parce que ou je sors pas assez ou j'ai pas assez bougé ou des choses comme ça. Et donc j'avais aussi envie d'interviewer des personnes qui ont un parcours particulier, euh, qui ont eu cette puissance, cette force, ce courage, je sais pas comment on pourrait dire, de rééquilibrer leur vie et de pas suivre un chemin tout tracé et peut-être un chemin parfois un peu de survivance en attendant la mort, comme je dis des fois, c'est un peu ça. Donc voilà, je suis très contente de t'accueillir, Corinne. Donc ce que je te propose, c'est que peut-être que tu te présentes en quelques mots, de voir aujourd'hui où tu en es, et puis après on reviendra un peu sur ta vie d'avant et ce qui s'est passé. Merci beaucoup Sophie de m'accueillir aujourd'hui. Je me suis vraiment réjouie de ce moment avec une joie enfantine parce que je ne savais pas quel pouvait être le contenu de ce podcast. C'est vrai qu'on avait évoqué très brièvement la notion d'équilibre et en fait ça me parle énormément parce que c'est quelque chose qui m'accompagne maintenant depuis un bon moment, cette notion d'équilibre, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que j'y étais pas du tout, en fait. Et donc, moi, je suis thérapeute depuis une dizaine d'années maintenant. Je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur il y a 10 ans, en fait, en 2012. Et donc, j'ai accompagné des personnes, mais en présentiel, hein, je ne faisais que du présentiel. euh, des accompagnements de personnes sur la sensibilité des personnes. Et tout au long de ces 10 années, évidemment, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient me voir, c'était des personnes qui résonnaient avec ce que j'étais, voilà, très fortement à chaque fois, et qui avaient une dynamique de vie qui avait des résonances et du miroir avec ce que je vivais moi personnellement. Bon, ça a été des rencontres qui ont pu être assez furtives et brèves. Et au début, ça m'a beaucoup déstabilisée parce que euh, j'avais pas de retour en fait. Ça pouvait être un rendez-vous, deux rendez-vous, des fois trois rendez-vous. Et en fait, souvent, il n'y avait pas besoin d'avoir plus parce que les personnes, elles allaient déjà mieux. Mm. Et en même temps que j'ai créé ça, je vivais pas cette notion de thérapeute comme comment expliquer ça comme un travail, comme un. J'étais pas totalement engagée dans ça puisque je vivais une situation de famille assez compliquée qui me pesait énormément, que je portais, c'était extrêmement lourd. Et donc, j'arrivais pas à me dépêtrer pour laisser suffisamment de place pour ce côté professionnel. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui était que je n'osais même pas afficher en fait, en réalité, parce que c'était pas accepté ni dans ma lignée et encore moins dans la lignée de mon mari. Mm. Parce que Euh, toi, avant d'être thérapeute, tu travaillais dans quoi? Qu'est-ce que tu faisais?
Ah, j'ai fait des choses, j'étais dans le secrétariat, j'ai touché à deux, trois petites choses comme ça qui me parlaient plus du tout, donc j'ai fait du secrétariat et j'ai fait une formation en esthétique. Mais Mm. évidemment, à un moment donné, ça m'a plus parlé du tout non plus. Et à un moment donné, j'ai abordé des formations. Donc, avant de m'installer en auto-entrepreneur, j'avais deux pôles qui m'intéressaient. Ça pouvait être tout ce qui est décoration d'intérieur et la santé holistique. Parce que moi, la santé, je ne la voyais que par une guérison par soi-même, en faisant appel à la nature, sortir du cadre de la médecine officielle. Parce que voilà, j'ai eu un parcours avec un enfant qui a eu des allergies très sévères. J'ai eu un parcours en lien avec ça. Mais j'avais déjà cette approche et cette envie, en fait. Ok, donc ça, finalement, cette notion-là de santé holistique et d'approche aussi par le beau, finalement, parce que si tu me dis qu'il y avait une part de toi qui avait envie d'être décoratrice d'intérieur, il y avait ce côté peut-être déjà aussi d'harmonie entre les aspects de notre intérieur. Et ça, c'est pour toi des notions que tu avais déjà dès l'enfance? Ça venait déjà... Oui, oui, oui. Hmm. Oui, 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 complètement. Et en fait, plus j'ai avancé maintenant ces dernières années parce que j'ai développé des choses spécifiques en lien avec les accompagnements que je fais aujourd'hui, qui sont en lien avec les énergies, hein, et toutes nos capacités extrasensorielles. Et c'est quelque chose qui vient de l'enfance déjà. Mais Hmm. j'en avais peur au début. J'en avais peur et j'étais pas dans un environnement où j'ai pu être nourrie vis-à-vis de ça ni entendue. Mais j'étais toujours accompagnée par une certaine forme de magie. Je la recherchais d'ailleurs. Et après, c'est la magie de la nature aussi, évidemment, hein, la magie de la nature. Et petit à petit, ça m'a amené à tout ça, mais par des expériences douloureuses. Par des Ok. expériences douloureuses. Et ça a été, bon, ce qui a vraiment été fracassant, ça a été l'arrivée de mon fils, en fait. Hmm. Et c'est à partir de là où tu t'es dit, là, je peux plus faire secrétariat, je peux plus faire l'esthétisme qui me parle plus. Là, j'ai besoin de faire quelque chose qui me parle et qui a du sens pour moi. En Ou... fait, j'étais déconnectée du monde du travail, hein. J'étais une mère au foyer. D'accord. J'étais une mère au foyer et en fait, mon objectif, c'était de fonder une famille, d'assumer mon rôle de mère au foyer. Je le vivais bien à ce moment parce que moi, j'étais décidée, moi, à 14 ans, je pensais déjà à fonder une famille. Hmm. C'était quelque chose qui était inscrit, c'était quelque chose qui était comme une évidence pour moi. Au moins un enfant, mais je voulais plusieurs enfants. Je pensais déjà à ça. Et donc, quand je me suis mariée, voilà, c'était ça, assumer ma famille. Je suis rentrée dans une famille, bon, il y avait des codes là-dedans, et j'avais bien l'intention de bien vivre ça, mais ça s'est pas passé comme ça, en fait. Et donc, j'ai eu un enfant. La grossesse s'est déjà très, très mal passée. Euh, J'avais carrément des envies suicidaires pendant la grossesse. Hmm. L'arrivée de mon fils, ça s'est très très mal passé. Ça s'est passé de façon très médicalisée, alors que j'avais prévu ça de façon très naturelle, avec une hospitalisation longue sur une dizaine de jours. Et je me suis sentie complètement dépossédée en fait de mes moyens. Et c'est à partir de là que je me suis complètement fermée en fait euh, sur moi et j'ai décidé qu'à partir de là, il fallait que je trouve des moyens. Euh, c'est comme si tu prends un bouclier, voilà, tu es là avec ton enfant maintenant tu vas trouver des moyens pour faire en sorte de le faire avancer dans la vie, parce qu'on est arrivé avec des allergies et on me dit, bah oui, mais voilà, c'est un cas, il a failli mourir, hein, il a failli mourir, pas à la naissance, mais 3 mois plus tard.
Voilà, c'est comme ça, il y a un cas dans l'année, machin, il faut suivre un certain protocole. Moi, c'était hors de question de suivre ce cursus-là. Donc, pour moi, c'était trouver des moyens naturels, mais vraiment naturels, hein, de sortir de là. En fait, j'ai toujours eu en moi cette notion de tout est possible Hmm. et la guérison, elle est possible, quoi qu'il t'arrive. Quoi qu'il Et t'arrive. ça, est-ce que tu arriverais à nous décrire dans ton corps, pour ramener au corps, à quel niveau ça se passait, cette notion, cette certitude de tout est possible et de je savais qu'on pouvait faire autrement et qu'on pouvait faire avec la nature. Ah, mais cette notion-là, elle est dans mon ventre. Hmm. C'est profondément inscrit c'est dans mon bassin, je dirais. Ok, C'est tripal, c'est même dans toutes les cellules, en fait. ok. C'est, euh, c'est ce qu'il y a de plus puissant en moi. Hmm. Et ça, tu as su l'écouter, tu as su faire confiance à ce moment-là. C'est comme si tu n'avais pas le choix, en fait, presque. Ben, j'avais pas le choix, mais c'est la seule issue que je voyais, c'est la seule qui me portait, parce que si je dois dire les choses telles qu'elles ont été en vérité pour moi, j'avais plutôt envie de me foutre en l'air, en fait. Mais ce qui m'a donné la force, c'est d'avoir cet enfant. Moi, c'est les enfants qui m'ont donné la force de continuer. Ok. Et mon fils au départ. Évidemment, si maintenant la pensée, elle vient, je l'observe. Il y a eu cette notion de sauveur. Il fallait que je sauve mon fils. Mais en fait, Hmm. c'est pas mon fils que j'avais à sauver, c'était moi. C'était toi. Hmm. Ok. C'était moi. Ouais. Et ça, c'était il y a combien de temps? Alors, mon fils, aujourd'hui, il a 24 ans. Ok. D'accord. Donc, il y a eu quand même un sacré processus entre le moment où tu as eu ton fils, bah, tout le moment où tu t'es occupé de lui, j'imagine. Et donc, il y a une dizaine d'années, donc il avait 14 ans, où Hmm. là, tu as décidé de t'installer en tant que thérapeute. Mhm. Et, et pareil, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as passé le pas et tu t'es dit, allez, là, je m'installe? Mais en fait, pendant toutes ces premières années de vie de Grégoire, j'ai tout fait en fait. J'ai fait plusieurs, c'est comme si j'avais fait plusieurs métiers. J'ai fait boulangère, j'ai fait bouchère, charcutière, j'ai fait plein de choses pour médecin, enfin, le tenir éloigné le plus loin possible de la médecine officielle parce que pour qu'il ne soit pas pollué par des produits chimiques. Pour moi, les produits chimiques, c'est de la pollution. Je ne suis absolument pas contre la médecine officielle, du tout, du tout, du tout. Mais pour moi, ça doit être la médecine de dernier recours, quand il y a un accident, quand il y a besoin de chirurgie. Mais pour le reste, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. Parce que je crois profondément au pouvoir autoguérisseur du corps. Mais ça, je ne le conscientisais pas encore à l'époque. Hmm. C'était tripal, il fallait que je fasse comme ça, en fait. Donc, j'ai beaucoup œuvré dans la famille pour, voilà, je faisais tout et voilà. Et en même temps, je me découvrais et je découvrais, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais même pas au départ quand il est arrivé. Je ne savais même pas qu'on pouvait mourir d'un aliment. Hmm. Choc Ok. anaphylactique Hmm. aux Et protéines de oui, lait. Ouais. presque paradoxal avec le fait de se dire que la nature peut nous sauver, mais indirectement aussi, elle peut nous tuer. Ouais. Et ça a été tout un apprentissage, du coup, Ah oui, et toute seule, de hein, toute seule, reconnaissance, hein. d'accord. Ouais. Ouais. Parce que j'étais entourée quand même de médecins, diététiciennes. Je suis sortie de la maternité et non, ça c'est quand il a fait son choc anaphylactique, pardon, à 3 mois. Je suis quand même sortie de l'hôpital à ce moment-là, après le choc anaphylactique de Grégoire. Et on m'a dit, voilà, ben, que c'est qui tout double, qui pouvait arriver n'importe quoi. Donc, quoi que je lui donne à manger, je peux le tuer à chaque instant. Hmm. Et j'ai eu une espèce de, de feuilles, 3 feuilles écrites à la main par une diététicienne que j'ai jamais vue. Et je suis rentrée.
Maintenant, il fallait diversifier par rapport à l'allaitement parce que moi, l'allaitement, c'est pareil. J'ai été une pionnière dans l'allaitement dans les familles, mais j'ai entendu des choses terribles qui m'ont fracassée. Ah, mais elle va encore l'avoir au sein jusqu'à l'âge de 2 ans, alors qu'aujourd'hui, on voit des femmes. Et ça m'a beaucoup blessée, mais je me suis pas laissée faire. J'ai continué. Et donc, je suis rentrée et je me suis dit, voilà, chaque fois que je vais essayer de le nourrir, je risque de le tuer, quoi. Donc, j'ai avancé un petit pas. Là, j'ai appris. Après, il y a eu quand même des hospitalisations parce qu'on sait que pour les allergies alimentaires, c'est des réintroductions en milieu hospitalier voilà, pour éviter justement. Donc, on l'a fait pendant une dizaine d'années, même jusqu'à 18 ans. On a fait ça à l'hôpital des enfants. Évidemment, à un moment donné, il n'a plus voulu y aller. Et voilà, le processus. Mais on l'a fait longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est grâce au fait qu'on a vraiment tenu à distance tous ces produits et qu'on a tout ce que j'ai fait en cuisine et machin et tout ça qui a permis une guérison. Et je suis persuadée que voilà, il a plus de trousse de secours. On m'avait dit qu'il aurait ça ad aeternam, qu'il mangerait jamais au resto, qu'il ferait jamais ci, il fait tout ça. Il fait tout ça. Et donc là, à ce moment-là, finalement, il y avait déjà une notion d'équilibre que toi, tu faisais instinctivement. Mais je la voyais pas. Je voyais pas l'équilibre. Je le voyais pas. Je le voyais pas l'équilibre. Je me sens bien avec cette notion d'équilibre depuis pas très longtemps en fait, parce que c'est quelque chose que je recherche, je cherche depuis maintenant de façon accrue, vraiment 2 ans, vraiment 2 ans. Mais dans tous les aspects de ma vie, que ce soit à l'intérieur de moi, que ce soit dans ma relation de couple, que ce soit dans ma relation familiale, sur tous les aspects. Chez moi, il y a toujours le tout, en fait. C'est très global et ça englobe beaucoup de choses. C'est très large. Et justement, qu'est-ce qui fait là, enfin, si tu devais nous faire un tableau avant-après ces 2 ans et avant-après cette conscience des équilibres, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, nous partager? Alors, si c'est vraiment par rapport à l'équilibre, parce que j'ai eu l'impression de toucher à tout, en fait, entre le lâcher-prise, le laisser-aller, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je me suis donné le droit de vivre pour faire cette distinction entre le lâcher-prise et le laisser-aller. je pourrais écrire là-dessus, en fait. Et je me suis rendu compte que le laisser-aller, tu peux aller très, très loin, mais c'est pas ça qui a été, ça n'a pas été ça non plus, donc, en fait. quelle distinction tu ferais entre les deux alors, entre le laisser-aller et le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est une notion où tu as quand même un ancrage, un centrage, et tu as une notion d'équilibre un équilibre que tu maintiens au quotidien. Et dans le laisser-aller, bah, tu laisses tout couler de bout en bout et tu fais plus rien en fait, tu fais plus grand-chose. Tu vas toujours essayer dans ton quotidien, tu vas toujours lâcher plus de choses, en faire le moins possible, mais à un moment donné, tu vas te retrouver, mais tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Tu deviens presque un... Donc autant le lâcher-prise, ce serait un moyen justement d'être en équilibre, alors que le laisser-aller, c'est complètement l'inverse en fait. C'est la perdition. Ce serait la perdition. Est-ce qu'on a besoin de repères quand même? Nous avons tous besoin de repères. Et quand j'ai goûté ça, j'ai dit, OK, maintenant c'est OK, j'ai goûté ça. Maintenant, c'est le moment de trouver qu'est-ce qui est bon pour moi en termes de repères. Aujourd'hui, j'arrive à parler de rituels parce que j'ai fait une initiation chamanique il y a quelques semaines et ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais c'est quelque chose qui m'a... Maintenant, j'ai failli dire c'est quelque chose qui m'a appelé, alors que si on m'avait dit il y a un an,
tu vas être appelé au chamanisme. J'aurais dit, mais jamais de la vie. Alors que oui. Ouais, donc je suis vraiment rentrée là maintenant, depuis un moment maintenant, dans ritualiser en fait. Je le faisais déjà avant, mais c'était dans le mental. C'était genre dans la to-do list, tu vois. Et la notion que je n'avais absolument pas, c'était accompagné dans le corps. C'était uniquement intellectuel. Intellectuel ou dans les énergies aussi. Hein, les énergies m'accompagnent depuis longtemps, mais c'était pas accompagné dans le corps. Et j'ai toujours dit que j'étais pas une grande sportive. Je n'ai jamais fait de sport. J'étais très, très bonne au sport au collège, dans la gym. J'avais toujours d'excellentes notes, mais tout le parcours que j'ai fait sportivement par la suite, ben, c'est zéro. C'est comme une ligne, voilà, un truc qui bouge pas, quoi. Et donc, quelle différence maintenant, par exemple, quel type de rituel tu avais avant et comment ils sont maintenant? Bah, c'est des rituels, c'était pas mal, mais je me sentais pas ancrée. Je me sentais pas ancrée, je me sentais pas vivante en fait. Parce que c'est des rituels, une to-do list. Voilà, j'ai une to-do list, quoi. Hein, c'est du fonctionnement. C'était du pur fonctionnement. D'accord. Et donc, il y avait des choses que tu faisais vraiment tous les jours, donc hormis ta to-do list. Donc, la to-do list, tu mettais ce que tu devais faire dans ta journée, par exemple, ou dans C'était ta des semaine. tâches. Ouais, c'était des tâches. Ok. Je faisais pas grand-chose pour moi, en fait. Ok, c'était très tourné vers l'extérieur, Bah, finalement, pour c'était les très tourné vers autres, l'extérieur. Ah oui. D'accord. Sauver le monde entier, Hmm. sauf moi-même. Ok, d'accord. Et donc là, maintenant, quand tu parles de ces nouveaux rituels qui sont ancrés dans le corps, qu'est-ce que tu as instauré de différent? Qu'est-ce que Mais tu pourrais après, dire? j'ai instauré de différents. Déjà, ça fait maintenant combien d'années je vais dire ça que je travaille sur moi. J'aime pas dire la notion de travail sur soi parce que le mot travail, c'est quand même en lien avec ça vient de tripalium, hein, qui est un engin de torture du Moyen Âge. Hein, on a transformé ça en travail. Hein. Mais de regarder à l'intérieur de soi et d'aller s'écouter, d'aller écouter cet enfant. Ça fait des années que je fais ça maintenant. Et c'est là que j'ai compris que voilà, il se passait des choses. Et c'est là que j'ai trouvé des réponses. Et donc, à un moment donné, c'était de faire le lien avec ça. Et là aussi, à un moment donné, ça ne suffisait pas. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait allier le corps à ça. Donc, il y a 2 ans, je me suis inscrite dans une salle de sport et j'ai fait de l'haltérophilie. Mhm. On m'a dit, oula, je vais pouvoir arriver avec mes cheveux gris. 50 ans. Ah oui, ok. Ah, mais c'est bien, tu vas faire la compétition, tout ça. Je dis, bon, pourquoi pas, hein. Je dis, mais je ferais bien. Moi, je fais pas trop de sport, quoi. Hein. Et j'ai beaucoup aimé ça. Seulement, on n'en a fait que quelques mois parce qu'après, il y a eu tout ce processus dont on parle depuis 2 ans. Et moi, je ne suis pas rentrée je suis pas rentrée dans le moule, en fait. Donc, j'ai arrêté à un moment donné. Puis, de toute façon, les salles elles étaient fermées. À un moment donné, j'ai beaucoup aimé ça. Et là, j'ai compris que mon corps, il avait aussi besoin que je m'occupe de lui d'une autre façon. Déjà, je savais aussi que je n'étais pas incarnée. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'effrayait même. J'étais toujours à partir dans les sphères, dans les hautes sphères, on va dire. Hein. Voilà, ça, j'étais championne pour ça. Mais alors, rentrer dans le corps, et je l'ai découvert aussi à travers le yoga. J'ai aussi fait yoga à Qigong et j'ai compris que j'étais pas. J'ai découvert des muscles. J'ai fait un peu de ski aussi. J'ai aussi découvert des muscles que je connaissais pas. C'était une super découverte du corps en fait, toutes ces pratiques-là. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est yoga et Qigong. Donc, à travers le yoga et le Qigong que tu as pratiqué il y a combien de temps maintenant?
Alors, le Qigong, c'est ce que j'ai commencé il y a le plus longtemps. Ça doit faire 6, 7 ans. J'ai Hmm. pratiqué ça et puis le yoga aussi. Alors, le Qigong, je l'ai fait pendant 1 an et le yoga, ça a été un peu plus long. On était dans un petit cercle et ouais. En plus, j'ai une grande souplesse, donc je pouvais tout Hmm. faire en fait. Donc finalement, petit à petit, sur ces 10 dernières années, tu as été thérapeute. euh, et puis à un moment donné, tu t'es dit, mais tiens, j'ai besoin de ramener aussi à mon corps. Donc là, il y a eu le Qigong, le yoga, l'haltérophilie. euh, et tout ça, euh, comment tu as fait le lien, en fait, finalement, entre ton corps, ta partie un peu plus, on peut dire peut-être spirituelle avec, comme tu dis, dans les hautes sphères, ta partie peut-être assez mentalisée avec tes to-do list. Et Mm. qu'est-ce qui fait que maintenant, tes rituels, du coup, te parlent beaucoup plus? Voilà, comment tu as fait le lien finalement avec ces trois choses-là? Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte, bien avant toutes ces années, que je vivais pas dans le plaisir, que j'avais tout en fait matériellement, mais que je vivais pas dans le plaisir, que j'étais toujours que dans la force, dans le il faut, je dois, et je dois plaire à telle famille parce que machin, c'est très codé, machin. Et à un moment donné, je me dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire ces activités dans une recherche de plaisir, de me faire du bien. Ok, hyper intéressant ça, cette notion de recherche de plaisir. Et c'est vrai Ça. que, euh, alors autant, peut-être qu'il y a des gens qui sont trop dans la recherche de plaisir et qui recherchent que le plaisir et euh, qui en perdent presque une notion d'utilité, mais toi, c'était l'inverse. C'était que il faut, ouais, comme tu disais, il faut, je dois plaire, je dois correspondre à des codes, je dois correspondre à des attentes, en tout cas, à- parfois à des croyances. On croit qu'on doit correspondre à tel truc, alors que Ouais, finalement, pas du tout. ouais, bah, c'est ça. Je dis souvent, je vis ma vie à l'envers. Hmm, Ouais. ok. Ouais, et ça a été vraiment le départ, ça a été sa notion de plaisir que j'avais besoin de remettre dans ma vie parce que j'étais pas vivante, mais j'étais pas du tout vivante. Et là, j'ai commencé à toucher des choses et donc inscrit dans le corps. Et au fur et à mesure, ça s'est mis en place parce que il y a encore des choses que je comprenais pas, je savais pas trop comment faire et bah, j'avais pas forcément envie de faire tous les jours. Il y avait toujours cette notion de faire des efforts qui faisaient mal en fait. Et Hmm, aller dans le corps, ça faisait mal aussi de faire des efforts pour ça. Et j'avais pas envie d'y aller en fait. hmm, Il fallait que je trouve une douceur pour y aller. Et cette douceur, celle que je ne me suis jamais accordée en fait, je l'ai rencontrée en janvier 2019 quand j'ai fait un stage de travail à pied avec les chevaux. Parce que voilà, ma fille, elle a eu la bonne idée de vouloir acheter un cheval un jour. Et, voilà. Et comme j'ai tout validé pour mes enfants parce que je voulais tout leur donner, tout ce que moi, j'ai pas eu. Et voilà, et donc je me suis retrouvée à ce stage et j'ai la personne qui conduisait le stage qui a dit, la première fois, ça m'a vraiment percuté. J'étais en train d'essayer de faire monter un poney sur un strapontin et je l'entends dire à l'autre personne, elle me dit, regarde avec quelle douceur elle essaie de le... C'était ça en fait ce qu'elle essayait. Regarde-moi cette douceur. Là, je me retourne, je me dis, parle de qui là? Mais elle parle de moi. Ça veut dire que moi, j'ai de la douceur. Alors que voilà, j'ai toujours entendu que j'étais dure, que j'étais machin, et je me voyais vraiment comme ça. Et c'est là qu'il y a eu un premier déclencheur entre la puissance et la force que j'ai et la personne douce, parce que celle-là, j'ai jamais pu la montrer en fait. Mais elle a hmm. toujours été très présente, et c'est celle qui souffrait. C'est celle qui souffrait. Elle ne se sentait pas entendue, pas comprise, l'enfant intérieur. Et là, je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose quand même là. Si elle a vu ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Ouais. Et petit à petit, je suis allée chercher ça.
Et pour moi, c'était faire les liens. Maintenant, je le vois mieux, évidemment. C'était faire les liens, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire, mais je me dis, mais punaise, mais je le faisais pas vraiment pas mal du tout, quoi. Hein. C'est jamais dans un ordre établi, hein, mais et j'arrive à le faire, en fait. Donc aujourd'hui, j'en suis maintenant. Alors, j'ai un rituel. Maintenant, ça fait, on va dire, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 mois. Allez, on va dire 3 mois. Hein. 3 mois. Un rituel. Je veux vraiment faire un accompagnement avec ce rituel au cœur aussi de tout ça, que je pratique tous les jours. Et quand je fais ça le matin, ben, je me sens accomplie déjà, je me sens ancrée, je me sens incarnée, peu importe la façon dont je me suis levée, parce que je me suis quand même levée pendant presque 50 ans, tous les matins, en me réveillant, en ouvrant les yeux, j'ai envie de disparaître, tous les matins. Et avant l'envie de disparaître, c'était l'envie de mourir. Je ne veux pas être là, je veux me suicider, quoi. Enfin, je veux me foutre en l'air. Mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire là. Voilà. Donc après, c'était l'envie. Oh, mais non. Oh, maintenant, je suis encore là. Ça, c'est plus là. C'est plus là. Et donc, je fais ce rituel. Ça dure 20 minutes. C'est des exercices. Il y a du yoga, il y a du qigong. Après, peu importe ce que c'est. Mais je les construis moi-même avec 4 mouvements. Donc, dans ce rituel-là, donc au moment où tu te réveilles, en fait, déjà, tu as une première pensée qui n'est plus celle que tu avais pendant 50 ans. Et comment tu as fait pour changer cette pensée-là? Ah bah ça, c'est travail de mindset, que j'ai fait de façon Donc, à un moment vraiment... donné, tu t'es un peu imposé de changer cette pensée-là. Quand tu l'avais, tu la switchais et tu mettais une autre à la place, c'est ça? Ah bah ça, c'est un travail d'observation qui est vraiment, vraiment très accru. Hein. Parce qu'au début, on ne sait pas. Début, on ne sait pas. C'est faire la distinction entre le mental et l'intuition. Mais qu'est-ce qui est quoi, là? Oh là là. Et puis, ouais. C'est tout un travail, tout ça, ouais. Plus et donc, changer maintenant, si tu devais donner un conseil, justement, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent régulièrement et que moi, j'ai eu aussi, comment tu ferais la différence alors entre le mental et l'intuition? Ça ne peut se faire que d'une seule façon, à mon sens, c'est par l'observation de soi. Par l'observation de soi et donc observer ce discours à 2 voix qu'on a dans la tête. Ok. Donc, apprendre à écouter nos pensées. Les observer les pensées et faire la distinction entre celle qui vient de l'intuition et celle qui vient du mental. Et ça, comment tu le reconnais? C'est une information qui est différente dans le corps quand c'est une information qui vient de l'intuition? Ah, je pense que c'est différent dans le corps, mais je ne saurais pas l'expliquer comme ça. C'est pour moi l'intuition, c'est spontané, c'est le premier jet, c'est ce qui vient comme ça. Le mental, ça va être une fraction de seconde après, quand le mental il s'en mêle. Mais des fois, on ne peut pas avoir perçu. C'est par exemple quand une personne, elle doit prendre une décision importante et puis elle va choisir telle décision et au final, elle va se rendre compte que c'était pas la bonne. Et elle va dire par après, ah mais je le savais parce que juste avant, mais j'ai pas osé. C'est ça l'intuition. C'est ça l'intuition. Et s'éveiller à ça, pour moi, c'est s'observer tous les jours, autant qu'on peut, évidemment. Hein. C'est observer ce qui passe dans notre tête. Et donc, observer, toi, comment tu as fait? Tu te posais à un moment donné chez toi, enfin chez toi ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, mais tu prenais en tout cas un temps pour toi, en silence, pour observer ce qui se passait, enfin ce qui se passe. Alors au début, j'essayais de faire ça, j'ai aussi essayé. Essayer, c'est se donner toutes les chances d'échouer.
de faire de la méditation en m'installant une demi-heure. J'essayais de faire ça justement pour faire cette observation-là. Sauf que moi, m'installer comme ça pendant 20 minutes ou 30 minutes, je suis incapable de le faire. Mm. Donc, j'y suis encore une fois allée dans la force, mais j'y arrivais pas en fait. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais faire autrement. Alors, il y a une première question que je me suis posée tout au début, mais vraiment tout au début, quand je ne savais pas faire cette distinction-là. Je me suis dit, bon, je vais me construire un truc là. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Ça a été un point de départ crucial dans ma façon d'opérer. De penser autrement, peut-être. De penser autrement. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Parce que quand tu te poses cette question et que tu te mets dans le cœur, moi, tout passe par le cœur, hein, que tu te mets dans le cœur, ben, tu le sais. Tu le sais. Ton cœur, il sait. Même si tu dis non, ben, tu sais quand même. On peut se mentir à soi. Il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas se mentir. Et ça a été un fil qui m'a guidée, en fait. Et petit à petit, j'ai eu des petits, il y a des distinctions, il y a des choses qui sont devenues plus subtiles, plus fines. Et après, ce qui est très, très, très important, c'est la confiance dans l'intuition. Parce que c'est là aussi, on peut se perdre pendant longtemps parce qu'on est pris au doute. Le doute, c'est ce qui va nous empêcher d'avancer, en fait. C'est avoir la foi dans ce qu'on croit, en fait. William Shakespeare a dit, les doutes sont notre être. Ok. Et donc, pour revenir à ton rituel là, que tu fais depuis 3 mois, donc en te levant, tu as cette nouvelle pensée là qui te donne plus d'élan qu'avant. Oui, elles peuvent être différentes, les pensées, mais en tout cas, s'il y en a une maltraitante qui arrive ou une négative, c'est OK. Ok. Ça va. Je vais bien. Je suis une adulte maintenant. Je suis là pour rassurer l'enfant intérieur parce qu'on reste l'enfant intérieur. Ok. Je le rassure. Hmm. On a deux voix. Et c'est là où tu mets de la douceur aussi, où Je mets de la douceur. Je suis là. Je t'entends. Et là, du coup, c'est le mental qui répond quand même. C'est le mental qui répond à l'enfant intérieur. Sauf Mais que c'est là, pas le mental qui tient le gouvernail, guidé par l'ego, orienté extérieur. C'est pas du tout ça. C'est tout est intériorisé. Et ouais, là, c'est le mental que tu as mis au service C'est ça. de ton intuition, de ton cœur. Exactement. C'est exactement. Pour moi, c'est ça la dynamique, la meilleure dynamique pour l'humain. C'est la mienne, hein. Elle peut être différente pour d'autres personnes, mais c'est la mienne. C'est comme ça que j'y arrive. Ouais. Et tout est nourri d'amour de soi. Ouais. C'est ça qui est chouette parce que effectivement, on est tous différents, mais en même temps, on peut inspirer. Et c'est ça que je trouve génial. Et donc, ensuite, l'étape d'après, quand tu te lèves, c'est là où tu fais tes mouvements de yoga et de Qigong que tu as choisi, pareil, en fonction de ce dont tu avais besoin, de ce que tu aimais, de ce qui te nourrissait. Ouais. Tout en t'autorisant sûrement à changer si tu te rends compte que, bah, tiens, ça me correspond plus, ce mouvement-là, je vais en faire En fait, je ne les ai pas choisis par hasard, ces mouvements, parce qu'en fait, non seulement j'ai la notion de tout est possible, c'est ma croyance, hein, tout est possible. Je crois à la guérison de tout, j'y crois vraiment. Voilà. Et en même temps, je suis dans une notion de rajeunissement. Je suis arrivée à un âge maintenant, je vais avoir 54 ans le mois prochain. Mais pas une notion de rajeunissement. Oh, tu m'as vu, j'ai l'air, voilà. Non, c'est pas du tout ça. Une notion de rajeunissement, justement, par l'intérieur. Mais si on le fait d'abord par l'intérieur, ça ne peut que se refléter sur le corps. Et c'est ça ce que j'ai fait. J'ai découvert le yoga du visage
parce que quand j'ai eu mon deuxième enfant, ce que je n'avais pas du tout prévu dans le programme au départ, vu l'arrivée de Grégoire, j'ai quand même eu une pulsion qui m'a donné envie d'en avoir un deuxième, qui est arrivé vraiment d'une façon très merveilleuse. Euh, j'ai suivi un régime strict à l'hôpital où on était suivi avec Grégoire. Et donc, il y avait des restrictions alimentaires. C'était un programme spécial qu'ils avaient mis en place à l'époque. Ils l'ont abandonné par la suite parce que ça n'a pas marché. Ça m'étonne pas aujourd'hui, mais bon, je l'ai suivi de façon extrêmement stricte. Mais j'ai perdu des graisses à ce moment-là que je n'ai pas retrouvées. Et donc, je me suis retrouvée, parce que Isaline, elle est arrivée à moins de 40 ans. Et donc, je me suis retrouvée avec un visage à 40 ans. Je paraissais plus vieille, quoi. Ça me plaisait pas, quoi, hein. Donc, je suis passée quand même par des injections et par des choses comme ça pour remodeler un petit peu. Et là, et quand est arrivée cette période de pandémie, et puis voilà, et toutes ces restrictions, à un moment donné, premièrement, je ne voulais pas rentrer dans le processus qu'on nous voulait nous imposer. Et deuxièmement, je me suis dit, maintenant, c'est le moment d'arrêter tout ça. Et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai découvert le yoga du visage. Comme par hasard. Okay. Et je me suis dit, mais le hasard n'existe pas, à mon sens. Ce ne sont que des synchronicités qui s'ouvrent à nos yeux. Et donc, j'ai découvert ça et j'ai été vraiment... j'ai dit, c'est ça. Donc, j'ai acheté un programme, mais vraiment un programme de base, hein. J'ai commencé à faire les premiers exercices, mais voilà, c'est très vite, je me lasse très vite, hein. Donc, je n'ai pas continué à les pratiquer parce que j'ai toujours besoin de faire à ma sauce très rapidement. Et donc, je me suis inspirée de ça aussi. Et en fait, ça concerne tout le corps, ça ne concerne pas que le visage. Je me suis inspirée de deux exercices là-dedans. Aussi un exercice de l'haltérophilie, hein, pour le bas du corps, hein. Okay. Les squats. Et tout ça, c'est voilà, en le vivant avec la respiration, hein, les respirations conscientes, Okay. des intentions aussi, ça peut être des intentions. J'essaie des choses. Et on le fait le matin parce qu'on le fait avec mon mari. J'ai réussi à l'embarquer là-dedans. D'accord. Quelqu'un de pas souple du tout, hein, il disait toujours, je suis très raide, machin. Et il arrive à toucher le sol maintenant. Depuis, mais rapidement, hein, même au bout de quelques semaines, il touchait le sol en étant debout, hein. Okay. Donc, lui aussi, et ça lui a permis aussi d'aller à l'intérieur. Ouais, il a Et en même temps, ça nous dynamise. Ce lien, d'accord, ouais, ce lien à la fois, c'est des mouvements qui vous... alors, c'est vrai que je vais te poser pas mal de questions là-dessus parce que moi, en étant ostéopathe, pour moi, le corps, c'est primordial, c'est sûr. Et effectivement, le fait de ramener au corps, de se dire, allez, là, je vais travailler de la mobilité, je vais effectivement utiliser la respiration pour à la fois oxygéner tous les organes, tous les tissus, pour aussi éliminer toutes les toxines. Donc, à la fois physiques, mais aussi les mauvaises pensées, aussi les nettoyer les émotions. Je trouve ça hyper intéressant, du coup, que tu aies réussi comme ça à lier un espèce de nettoyage émotionnel, mental, physique. Incroyable. Que tu aies en plus embarqué ton mari. Ouais. Non, mais qui en plus, incroyable. On voit des résultats rapides. Ouais. C'est incroyable ce que je vis après. On l'a appelé le booster, en fait. Ok. Ouais. Au début, ça ne me plaisait pas. Il m'a dit booster. Et finalement, mais si, c'est exactement ce que ça produit sur nous. Et moi, quand je le fais pendant les 20 minutes, j'ai les larmes qui coulent, je sens toutes les tensions qui s'en vont, je sens les émotions, je sens des choses qui se sont produites la nuit, qui m'appartiennent peut-être même pas. Je sens tout ce qui part le matin. Et comment je me sens après? J'ai dit, waouh. Comme si tu changeais de peau, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est carrément ça.
C'est merveilleux. Et juste pour info et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ça, euh, tu l'as filmé, valorisé, ou c'est un truc que tu fais que pour toi ou... Pas encore. Je veux le faire. Ok, Je veux le d'accord. faire. Il faut que ce soit fait dans. Déjà, je veux le faire de façon à pouvoir bien expliquer ce qui se passe, comment je vois les choses, même si je pars pas du principe que je vais faire quelque chose de guidé et les gens ils vont faire la même chose que moi. Chacun doit le vivre par lui-même Mm. et avec l'énergie avec laquelle lui il vient, avec le corps avec lequel lui il vient ou elle vient. Voilà, je suis en train de, ouais, mais pour moi, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est le Ok. filmer et Ouais, l'apporter génial. au monde. Et oui, pour que ce soit une base, mais qu'après, effectivement, que les gens C'est ça. s'autorisent justement à sortir de ce cadre, juste Oui, de se dire, je vous donne le cadre pour vous donner un exemple, mais oui, derrière, vous ouais, laissez c'est vivre ça. ce truc. Ok, génial. Ouais, parce que ça me paraît très complet en fait, ce que j'ai amené. Hmm. Ça me Ouais, paraît ben, très complet. complètement dans ce que tu nous... Enfin, en tout cas, là, dans ce que tu me décris, euh, non seulement ça donne envie, et puis on sent que c'est quelque chose qui t'apporte vraiment le matin, qui te permet d'aborder une journée neuve, équilibrée, en Mm, harmonie, mm. euh, et que presque ça te donne ce truc de se dire, bon, bah allez, là, il peut m'arriver n'importe quoi, C'est ça, je suis là, je suis ancrée, il n'y a rien c'est qui va ça. pouvoir me déstabiliser, je sais que je Oui, trouverai des solutions, je sais que quelle que soit la difficulté de la journée, ça se passera bien en fait. ouais, c'est ça, ça donne la posture. On se sent vraiment vertical Mm, après. Ouais, mm, c'est exactement ça. génial. D'ailleurs, je me sens totalement électrisée quand j'en parle là. Ah Mm. ouais, mais complètement. Ça se Ouais, sent, ça s'entend. C'est ouais, super. Ça, c'est un super cadeau que tu peux offrir. Ouais, carrément. ouais. Carrément. Génial. Bah, écoute, on arrive un peu à la fin de ce podcast. Et il y a une dernière question que j'aime vraiment poser parce que j'ai une autre passion, moi, c'est lire. J'adore lire. Et est-ce que tu aurais un livre à nous partager, le titre ou au moins un auteur à nous partager? Ah, je vais parler de la personne qui vient maintenant. Après, j'en ai deux parce que ça a vraiment été euh, un des premiers livres que j'ai lus, c'est les quatre accords Toltec. Mhm. C'est ça qui m'a permis vraiment de faire le premier pas pour sortir de l'état de victime. Hein. Ok. Ah, ça m'a fait grincer des dents, mais il y a 10 ans à peu près. Hein. Je me dis, oulala, mais quand j'arriverai à ça, mais j'y arriverai à la fin de ma vie. Enfin, ouais. Et je peux encore en parler aujourd'hui. Hein. Et après, bon, je pense maintenant, je lis pas beaucoup en ce moment, mais je suis plutôt dans l'écriture parce que je rêve d'écrire un ou plusieurs livres. L'histoire de Joe Dispenza. Ok. Et en fait, ça a un fort lien avec j'y croyais déjà avant, le tout est possible, la guérison, parce que Joe Dispenza, il raconte dans ses livres ou dans une vidéo qu'il a subi un accident physique extrêmement grave, hein. Il était fracturé de partout et il a refusé les opérations, on lui en avait proposé 4, il les a refusées et il a reconstruit, tu la connais? Ouais. Ouais. Mais Et vas-y, hein, parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, ouais, vas-y, voilà. Et raconte donc, un petit peu. par la force, la volonté de son esprit, il a reconstruit, il a refait les connexions, toutes les connexions neurologiques et autres qui ont été nécessaires pour reconstruire son corps. Et donc, il était en conversation. Alors, on peut imaginer ce qu'on veut, l'univers, Dieu, la source, voilà. Et il a dit, s'il arrive à s'en sortir, s'il arrive à, parce qu'on lui avait dit aussi qu'il ne remarcherait plus, voilà, s'il ne faisait pas tout ça, s'il arrivait à remarcher, à être de nouveau valide et tout ça, il promet de consacrer sa vie à transmettre ce qui s'est passé là et à évoluer là-dedans, en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Bien C'est ce sûr, qu'il ouais. a fait. C'est ce qu'il continue de faire, ouais. Et Mm. j'y continue de faire quand on voit ces séminaires de milliers de personnes Ouais. maintenant, je sais pas, c'est dizaines de livres, Mm. voilà. Ouais, c'est vrai que
c'est une personne à suivre, en tout cas quand on veut comprendre comment on fonctionne, l'humain, le corps, et surtout il est vraiment entouré de scientifiques, quoi. Oui, C'est pas c'est ça. perché, hein, c'est pas du C'est tout ça. perché. C'est ça. C'est ça. C'est C'est très ça. concret et Mm. c'est extraordinaire. Tout à Oui. fait. Oui. Waouh. Bah, merci Corinne pour tout cet échange. Mais Vraiment, merci à vraiment toi de m'avoir merci. invitée. Et, euh, et puis, bah, de toute façon, je remets aussi dans le descriptif du podcast, en fait, bah, les quelques informations sur toi. Et peut-être là aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que on peut te retrouver sur les réseaux, on peut te retrouver. Oui, oui, sur Facebook, oui, on peut me trouver sur Facebook. J'ai un site internet aussi sous Corinne Bibert, mais on peut me retrouver. Ok. Facebook, c'est un peu plus difficile parce que j'ai dû renoncer à mon nom de femme mariée qui est Bibert. Et Facebook m'avait dit à l'époque, il semblerait que vous tentiez d'usurper le nom d'une célébrité. Donc, j'ai mis Corinne B-Jung, Jung, qui est mon nom de jeune fille, pour pouvoir être sur Facebook. Voilà. Exact. C'est pas parce que je voulais pas mettre mon nom de femme mariée du tout. Ok, et bah pas de souci. De toute façon, je remets le nom là-dessous. Et puis bah tu nous tiens au courant dès que tu as fait ta vidéo et comme ça, on pourra repartager, quitte à refaire un podcast exprès pour ça. Ah oui, super, merci beaucoup. Ouais, j'ai passé un excellent moment et je voudrais vraiment te remercier. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Bye bye, à bientôt. Bye bye, à bientôt.